Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Depuis nombre d'épisodes, nous parlons de génétique, de variation par mutation génétique, d'altruisme par corrélation génétique, de gènes égoïstes, de génétique humaine. Sauf qu'en fait, la nature, c'est un vrai foutoir. Et au même titre que la classification et la notion d'espèce ne sont que des représentations réductrices du réel, l'idée de génétique toute puissante, bien carrée, comprise et expliquée, c'est clairement nawak. En biologie, l'hybridation se définit comme le croisement entre deux individus de taxons différents. Qu'est-ce que tu fais, Bernard? Je me renouvelle. Je te présente mon copain Albert. Salut. Selon la définition classique d'une espèce, on admet généralement que ce genre de croisement va donner des descendants stériles. L'hybridation est depuis longtemps connue par l'homme et expérimentée avec des espèces en captivité. Mule ou bardeau pour le croisement âne-cheval, selon qui est le mâle et la femelle, ligre ou tigron pour le croisement lion-tigre, etc. Cela n'est cependant possible qu'avec des espèces fortement apparentées. Dans les exemples que je viens de donner, on a des individus parents d'espèces différentes mais de même genre. Les deux premiers sont du genre Equus et les deux autres du genre Panthera. L'hybridation est alors vue comme un effet résiduel lié à la séparation récente de deux lignées. Sauf que non en fait, les descendants hybrides ne sont pas toujours stériles et le phénomène d'hybridation existe aussi à l'état naturel. Il est même plutôt fréquent. Autre chose bizarre, chez les plantes notamment. Ouais, le règne végétal c'est un bordel comme vous pouvez pas imaginer. Bref, chez les plantes, on observe que certaines espèces très proches d'un point de vue phylogénétique ne peuvent pas s'hybrider, alors que d'autres avec des liens de parenté moins étroits le peuvent. Je vous parle pas du merdier. L'idée greffe. L'hybridation est loin d'être anecdotique. On se rend compte que de nombreuses espèces dans la nature sont en fait le résultat de multiples hybridations lorsqu'on analyse leur génome. On peut alors la considérer comme un mécanisme participant à part entière à l'évolution des espèces et pas seulement comme la réminiscence d'une ascendance commune. Oui, parce que pour se faire passer pour quelqu'un d'intelligent, il faut savoir utiliser des mots compliqués. La question qu'on peut se poser alors, c'est pourquoi s'hybrider ? Eh bien par ce biais, il y a des échanges de gènes entre populations à l'origine de nouveaux caractères, permettant l'apparition de nouvelles aptitudes dans une population plus rapidement que par simple mutation ou recombinaison génétique. On parle dans ce cas d'introgression adaptative. Du coup, ça peut aussi booster l'adaptabilité d'une population sur le déclin. Un exemple actuel est celui du pisli, ou gros lard. Pas gros lard en un seul mot, car c'est la contraction des mots grizzly et polar bear, ce bestiau étant le résultat d'un croisement entre un ours grizzly et un ours polaire. Sans deck. Avec la fonte des glaces, au nord, liée au réchauffement climatique, les ours polaires perdent petit à petit leur territoire. Ils sont du coup obligés de migrer vers des latitudes plus basses, où ils cohabitent avec leurs proches cousins, les grizzlies. Tous deux sont techniquement des ours bruns, du genre Ursus. Ils ont alors tendance à se reproduire entre eux, donnant ce qu'on appelle des pislis. Le sexe c'est trop bien. La finalité, c'est que l'ours polaire tel qu'on le connaît aujourd'hui va s'éteindre dans un avenir pas si lointain. C'est inévitable. Cependant, une partie de son patrimoine génétique va subsister. Certains gènes continuant d'exister au travers d'une population grizzly qui aura intégré des individus hybrides, apportant de la variabilité dans la population de ces ours, qui pourra s'avérer avantageuse pour l'espèce. On retrouve aussi là l'idée de gène égoïste. Peu importe le porteur, peu importe le véhicule, tant que les gènes continuent d'exister et de se répliquer. Cela, on le retrouve même chez l'homme moderne. Je l'ai appelé Minotaure. C'est une blague ou quoi? Non, quand même pas à ce point-là. Lorsqu'on analyse notre ADN, on se rend compte que les populations européennes et asiatiques présentent entre 2 et 4% d'ADN d'hommes de Néandertal, cousins proches disparus il y a un peu moins de 30 000 ans. Or, tous les individus ne sont pas porteurs des mêmes gènes, ce qui fait qu'à l'échelle globale, près de 30% du génome des Néandertaliens subsistent à travers nous, même s'ils ont disparu en tant qu'espèce. Certains de ces gènes ont aidé à l'adaptation de certaines populations à de nouvelles conditions environnementales, et certains de nos caractères existent suite à ce métissage. La peau claire par exemple, apparue par mutation chez Néandertal, a pu être transmise et se développer plus vite dans les populations européennes d'Homo sapiens grâce à l'hybridation.
et bien d'autres caractères encore. Et des phénomènes d'hybridation, il y en a eu d'autres entre l'homme de Denisova, que l'on connaît seulement par des fossiles fragmentaires de phalanges et de dents, et les populations d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, qui possèdent alors entre 6 et 10% de gènes dénisoviens. Pour autant, nous appartenons tous à la même espèce. Ces hybridations ont juste permis de rajouter de la variabilité, et c'est peut-être ce qui fait que nous sommes toujours là. Ces gènes de nos cousins font partie de nous, font notre identité, et ont participé à notre adaptation. Cool. Mais si les mélanges c'est si classe, comment on échange des gènes avec une autre espèce si l'hybridation est impossible, ne serait-ce que pour des raisons d'apparentement? Cool, deux compagnons et plus de crottes. Canne blanche, définition s'il te plaît. Le transfert horizontal de gènes, aussi appelé transfert latéral de gènes, est un processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant. Par opposition, le transfert vertical se produit lorsque l'organisme reçoit du matériel génétique à partir de son ancêtre. Merci. Ces transferts horizontaux sont connus depuis longtemps chez les unicellulaires prokaryotes, archées et bactéries, donc dépourvus de noyaux. Il s'agit probablement d'un mécanisme très ancien car il est très répandu chez ce groupe et s'apparente aux prémices de la reproduction sexuée. L'ADN étant libre dans le cytoplasme, il est facile et fréquent que des échanges de matériel génétique se fassent entre deux bactéries par simple contact. C'est ce qu'on appelle la conjugaison. Ça y est. Ce mécanisme entre notamment en jeu dans l'acquisition et l'augmentation de résistance aux antibiotiques par échange entre bactéries de même souche, d'espèces différentes et parfois même de genres différents. Autant dire que la classification est un véritable défi quand il s'agit de ces organismes. Il existe d'autres types de transferts horizontaux, comme la transformation, mécanisme commun chez les bactéries, moins chez les eucaryotes, et la transduction. La transformation consiste en la récupération d'un matériel génétique extracellulaire issu d'une bactérie morte par un autre organisme. Elle est souvent utilisée en génie biologique afin d'insérer de nouveaux gènes dans des bactéries. La transduction, quant à elle, est un processus par lequel l'ADN d'une bactérie est transporté dans une autre bactérie par le biais d'un virus. Cependant, on sait que ce mécanisme existe aussi chez des organismes plus complexes. Par exemple, la présence de protéines dans certaines cellules spécialisées de méduses, les rendant photosensibles, viendrait de gènes de dinoflagellés, des algues unicellulaires. Plus proches des végétaux que des animaux donc. Dont certaines méduses se nourrissent et avec lesquelles d'autres vivent en symbiose. On retrouve ces mêmes protéines dans la rétine de nos yeux d'ailleurs, ce qui semble signifier que la sensibilité à la lumière des plantes, qui leur facilite la photosynthèse, aurait une origine commune avec le sens de la vue chez les animaux, et ce grâce à un transfert latéral de gènes entre une algue et un métazoaire ancestraux. En parlant de photosynthèse, autre cas actuel mis en évidence, une limace de mer du doux nom d'Elysia, qui a acquis cette capacité par le biais d'un transfert de gènes avec une algue dont elle se nourrit, lui conférant la présence de chloroplastes dans certaines de ses cellules, ce qui est unique dans le règne animal. Autre découverte, l'existence dans le génome de pucerons de gènes transférés à partir de champignons, l'expression de ces gènes permettant la production de pigments rouges, les caroténoïdes, chez cette espèce animale. Ce caractère rendant les pucerons le possédant moins visible de certains de leurs prédateurs comme les guêpes, il est devenu un avantage sélectif pour les individus porteurs de ces gènes. Néanmoins, ces gènes transférés horizontalement ne peuvent se transmettre à la génération suivante que si ce sont les cellules germinales, consacrées à la reproduction, qui sont concernées par le dit transfert, bien entendu. Chez certaines populations humaines, on a même découvert que l'adaptation à l'alimentation, que l'on a déjà abordée, pouvait être liée à des transferts latéraux de gènes du bol alimentaire vers des bactéries intestinales de l'homme. Par exemple, les Japonais ont probablement hérité de la capacité à dégrader les fibres des algues dont ils font grande consommation via leur microflore intestinale par transferts horizontaux des gènes bactériens marins vers le génome des bactéries de la dite microflore. Ainsi possèdent-ils toute la machinerie génétique nécessaire à la dégradation et à la métabolisation complète du polysaccharide de la paroi de l'algue, le porphyrane, ce qui leur confère la capacité de digérer les algues contrairement aux autres populations. Les mécanismes précis permettant ces transferts chez les eucaryotes sont encore mal connus. L'hypothèse la plus convaincante est que l'insertion de transposons dans la cellule hôte se ferait grâce à des virus transportés par un vecteur,
champignons du sol, vers, pucerons, insectes piqueurs, plantes parasites, etc. Une péniche. Insémination terminée. Sans blague, c'était affreusement rapide. Comment ça? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et plus particulièrement une famille de virus qu'on appelle les rétrovirus. Canne blanche. Un rétrovirus est un virus dont le génome est constitué d'ARN. Sa particularité est de posséder une transcriptase inverse, enzyme qui permet la transcription de l'ARN viral du génome en molécules d'ADN complémentaires capables de s'intégrer à l'ADN de la cellule hôte. Il utilise ensuite la machinerie cellulaire pour se répliquer. Nous ne développerons pas ça ici, ce serait trop long et d'autres l'ont déjà fait brillamment. Aussi vous laisse-t-on en description les liens vers les excellentes vidéos de Tania Louis traitant des rétrovirus et du rôle de gènes d'origine rétrovirale chez les mammifères. Ainsi que les liens vers 2 épisodes de la série documentaire Un grand pas pour l'évolution qui aborde le sujet des transferts latéraux de gènes entre autres choses. Pour conclure cette partie, la connaissance de ce processus a permis son utilisation par l'homme via 2 techniques. La transgénèse qui permet de produire des êtres vivants possédant des gènes provenant d'une autre espèce. Certains OGM sont issus de cette technique. La thérapie génique qui permet de réparer, en général localement, un génome défaillant, dans le cas d'une maladie génétique par exemple. Bon, tu nous gonfles avec tes gènes, me dis pas que tout se résume à ça pour expliquer l'évolution du vivant quand même. Non, en effet, mais le reste, on le développera dans une 2e partie. Oh non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Et si. Un dernier mot peut-être. En bref, les limites fixées par la taxonomie ne sont que fictives et les échanges génétiques entre les êtres vivants dans la nature sont légion. Salut, c'est moi, Légion, je suis le robot mignon, avec Garus, on combat Cerberus.